Je comprends que la matrice, non, c'est être enfermé dans ce qu'ils appellent le système, c'est-à-dire devoir travailler pour payer des dettes, pour pouvoir continuer à vivre, puis devoir retourner travailler pour payer des dettes. Pour toi, la matrice signifie-t-elle qu'être employé ou fonctionnaire en Espagne est la meilleure option et qu'il vaut mieux éviter de prendre des risques et devenir chasseur, qu'il mette lui-même la nourriture sur la table et qu'il ne dépende pas des autres pour être un pourvoyeur et qu'il soit capable de protéger sa famille? Si tu ne travailles pas ou si tu ne consacres pas de temps à ce travail, tu arrêtes de gagner de l'argent et donc tu ne peux pas avoir cela, entre guillemets. Ce qu'ils nomment la fameuse liberté financière. Mais c'est être enfermé dans une situation qui ne te permet pas de penser en dehors des sentiers battus et de te dire « mince, tout ce qui dépend d'un tiers n'est plus une sécurité pour moi ». Si au final tu dépends d'un tiers, tu n'as jamais cette sécurité. On ignore ce que l'avenir nous réserve. La liberté ne dépend pas de l'argent. La plupart des gens pensent que quand ils gagneront plus, ils n'auront plus de problèmes économiques, qu'ils seront plus heureux quand ils auront cette voiture. Et ce n'est pas du tout le cas. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, nous avons une personne qui va nous apprendre une série d'astuces dans le monde des affaires pour briser la matrice. Notre invité, Kiko Aguirre, comment ça va? Tu vas très bien, mec, merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, on va voir si on peut donner un coup de main aux gens pour qu'ils puissent changer cette façon de penser sur ce qu'est un passif par excellence. Tout le monde le dit, une voiture est le pire investissement car elle perd de la valeur avec le temps. Et comment profiter de... Eh bien, l'Espagne a beaucoup de choses négatives, entre guillemets, mais elle a aussi beaucoup de choses positives, comme le tourisme. Il y a 92 millions de touristes chaque année en Espagne. Et au final, eh bien, écoute, si nous avons quelque chose avec lequel monétiser, comme un véhicule, nous verrons maintenant comment et de quelle manière. Le faire de la manière la plus sûre possible et la plus rentable possible, pour mettre un véhicule en location et qu'il nous génère ainsi des revenus passifs. Et avoir cette petite dose de, eh bien, écoute, de ce coup de putain, je ne dépends pas seulement d'un salaire, mais je peux générer. Généré par moi-même avant d'entrer dans les passifs des voitures et tout ça, je veux te poser une question très importante pour toi. Quelle est la matrice économique la plus grosse d'Espagne? Alors, la matrice en tant que telle, pour moi, eh bien, je comprends par matrice le fait d'être enfermé dans ce qu'ils appellent le système. Non, c'est devoir travailler pour payer des dettes, pour pouvoir continuer à vivre, pour devoir retourner travailler pour payer des dettes. Et au final, c'est le point où si tu ne travailles pas, ou si tu ne consacres pas de temps à ce travail, tu arrêtes de gagner de l'argent. Et donc, tu ne peux pas avoir cette soi-disant entre guillemets, liberté financière tant désirée. Mais c'est être enfermé dans, eh bien, pas un endroit, mais une situation qui ne te permet pas de penser en dehors des sentiers battus et de te dire, mince, tout dépend d'un tiers. Ce n'est plus une sécurité pour moi, alors qu'au final, ce qu'on vend comme sécurité n'est en réalité pas si sûr. Et c'est ce qui m'arrive. Moi, par exemple, j'ai des personnes, des connaissances qui ont toujours adhéré à ce discours de, par exemple, non, fais des études, trouve un travail à peu près stable et reconnu au niveau familial. Comme par exemple le cas d'une connaissance que j'ai qui est cadre dirigeant. Eh bien, il était cadre dirigeant chez Deloitte. Je ne sais pas si tu connais Deloitte, c'est enfin une entreprise très puissante. Et bon, on aurait dit qu'il avait tout réussi dans sa vie. Non, je suis cadre dirigeant chez Deloitte. Je touche un gros salaire, vraiment beaucoup. Mais au moins, putain, l'argent n'est pas un problème dans mon quotidien. Mais la vie réserve bien des surprises. Donc, au final, cette personne en particulier, c'est un cas extrême. Non, mais ça peut arriver, cette personne en particulier. Eh bien, sa femme le quitte pour son meilleur ami et tout ça. Cette personne commence à se mettre à l'alcool. Bon, eh bien, dépression et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il arrivait en retard à son travail, il n'y allait pas, etc. Une sécurité absolue d'être cadre chez Deloitte, eh bien, il a été licencié et s'est retrouvé à la rue. Donc au final, quand? Moi. C'est comme ça que je le vois. Si au final tu dépends de quelqu'un d'autre, tu n'as jamais cette sécurité. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver dans la vie. Je
te dis que ta femme te quitte, comme ça peut être n'importe quel problème grave, familial ou autre, qui peut te détruire, et tu ne sais pas comment tu vas réagir, alors c'est aussi important d'avoir ça, c'est-à-dire de bien prendre soin de son estime de soi, d'être attentif à ce qui peut arriver dans la vie, et surtout essayer petit à petit, d'une certaine manière, d'avoir comme, pas un plan B, mais une autre source de sécurité. Qu'elle ne dépende pas seulement de ton salaire, parce qu'au final, pour moi, ça ne donne aucun type de sécurité. Tout laisser à ce salaire que tu touches, le premier ou le 5 de chaque mois. Je comprends parfaitement ce que tu es en train de me dire. C'est que pour toi, la matrice est un état d'esprit dans lequel être un employé ou un fonctionnaire, concrètement en Espagne, c'est la meilleure des options. Ne pas prendre de risques dehors, être chasseur, mettre lui-même la nourriture sur la table et ne pas dépendre des autres pour subvenir aux besoins, qu'il puisse protéger sa famille et lui offrir un confort maximal. Oui, c'est-à-dire, c'est très clair logiquement, mais c'est aussi très idéalisé, non? Liberté financière, être son propre patron, tout ça, mais on sait tous que ce n'est pas du tout facile. Et je ne dirais pas non plus aux gens, hé, quitte ton travail, ne va pas à l'université, arrête de faire l'idiot. Non, mais plutôt en parallèle, hein, parce qu'au final, je viens du secteur commercial, je n'ai jamais eu de fiche de paie. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler, à faire du porte-à-porte en tant que commercial. Peut-être le travail le plus détesté ou le plus difficile qui puisse exister. Le deuxième, c'est le téléphone. C'est encore plus détesté à 100%. Bon, là-dessus, on peut en discuter, hein. Parce que je pense que ceux qui utilisent le téléphone aujourd'hui, c'est prouvé, non? Oui, mais toi, par exemple, au téléphone, parce que j'ai des collègues qui travaillent dans un centre d'appel, pas de 9 h à 17 h toute la journée à harceler les gens au téléphone. Mais toi, au moins là-bas, tu n'as pas froid, tu n'as pas chaud, tu sais que chaque mois, tu reçois ta paie. Mais moi, bien sûr, j'allais travailler avec une pochette Iberdrola à frapper aux portes. J'y ai été. Hein? Oui, oui. J'ai été commercial aussi. C'est fou. Et bien sûr, tu n'as pas de salaire. Si tu vends, tu gagnes. Sinon, rien du tout. Tu vois? C'est surtout dur mentalement. Pas à cause du travail en soi, même si les portes qui claquent sont difficiles, mais à cause de ton entourage. Kiko, trouve un vrai boulot, cherche quelque chose de sérieux, passe un concours et arrête de faire l'idiot. Ce n'est pas sérieux. Donc là aussi, j'ai beaucoup appris ce qu'est la méritocratie, ou ce que c'est que personne ne viendra jamais te donner quoi que ce soit gratuitement. Donc dans ce genre de travail, tu apprends aussi beaucoup sur la vie, non? C'est-à-dire dans le même travail, avec les mêmes cartes, avec les mêmes ressources, avec le même produit, dans les mêmes zones, certaines personnes ne gagnent pas d'argent, sont démotivées et disent si je n'ai pas un minimum, ça ne marche pas. Et d'autres personnes qui signaient 6 ou 7 contrats tous les jours et qui gagnaient 6 000 € par mois. Donc bien sûr, avec le même produit, la même zone, tout pareil, au final, il n'y a pas d'excuse. C'est ce que tu sais faire avec tes cartes. Eh bien, tout comme toi, moi et ceux qui sont derrière, on a tous notre sécurité. C'est bourreau, ne lui enlève pas son masque, hein? Ah, d'accord, lui c'est comme Batman, ici c'est bourreau. L'âne. Nous avons tous les mêmes 24 heures, les mêmes opportunités. Le même, entre guillemets, mais le même accès à l'information. Que grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, presque tout est gratuit. Et ce qui fait la différence, eh bien, disons, comme je le vois, entre une vie plus tranquille ou plus confortable, c'est simplement ce que tu fais de ton temps et de ton argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une question d'argent pour les gens. On pense que quand je gagnerai plus, je n'aurai plus de problèmes financiers, je serai plus heureux quand j'aurai cette voiture. Ce n'est pas du tout le cas. Quand j'étais commercial, certains gagnaient 6 000 € par mois sans réussir à finir le mois. Pourquoi? Eh bien, on ne va pas parler de là où ils dépensèrent leur argent, mais vous pouvez vous en douter, non? Au final, plus j'ai d'argent, sachant que je vais en recevoir le mois prochain, ça ne me gêne pas de tout dépenser. Mais comme je te disais, moi non. Je ne suis pas partisan d'abandonner les études, de ne pas travailler, d'entreprendre, mais plutôt de, tu vois, si c'est un travail ou un revenu, disons, récurrent et stable. Merde, ne vis pas en dépensant tout ton argent et commence à construire petit à petit un pont vers, donc, pas cette liberté financière, parce que je pense que ce concept est trop exploité, mais vers, je ne sais pas, quelque chose de différent que tu veux avoir. Parce que sinon, c'est toujours la même erreur. Les gens, peu importe combien tu gagnes, tu vas finir par tout dépenser. Et au final, tu verras que l'esclave, c'est toi.
Oui, comment as-tu échappé à cette matrice? Parce que, d'après ce que tu me dis, à 16 ans, tu travaillais déjà comme commercial. C'est-à-dire, tu n'as jamais été, et ce n'a jamais été dans tes plans d'être fonctionnaire ou d'avoir un emploi stable. Et c'est tout. Si, si, ça a été dans mes plans. Et moi, en fait, mon père est militaire. Il est colonel dans l'armée. Et moi, depuis tout petit. Logiquement, je ne voulais pas être entrepreneur. Je voulais être millionnaire. Le truc classique, tu sais, à 9 ou 10 ans, puis après, en devenant adolescent. Tu te rends compte où on te dit que la réalité est très différente. Et moi, eh bien, j'ai voulu être militaire aussi, comme mon père à ce moment-là. Et j'ai dit, bon, quand je finirai le lycée, j'irai dans l'armée. J'ai essayé tout ça, mais bon, je n'ai pas réussi à entrer. J'ai réussi toutes les épreuves physiques et tout, mais bon, la note d'entrée était très élevée. Je n'ai pas réussi à entrer. Et j'ai dit, ah bon, alors, je m'inscris à une licence. J'ai commencé l'ingénierie en technologie des télécommunications, où je suis resté un mois, mais je n'allais pas beaucoup en cours non plus parce que c'est très différent du lycée. Et parce qu'à ce moment-là, j'ai aussi eu l'opportunité de devenir commercial. Alors évidemment, moi commercial. La première année, je gagnais déjà 4 000, 5 000 euros par mois. C'était, je te parle de 2014. C'est-à-dire, plus de 10 ans, c'était une somme énorme, surtout pour un jeune de 19 ans comme j'avais à l'époque. Alors à ce moment-là, je me suis dit, putain, d'accord, ce n'est pas ce qu'on m'a vendu toute ma vie, qu'un travail fixe, stable, tout ça, 5 ans pour au final commencer à toucher un salaire. 1000, je ne sais plus combien c'était à l'époque, 1100 et ensuite, avec le temps, après de nombreuses années d'efforts. Et peut-être que tu arrives à 2000 en léchant beaucoup de bottes, pardon pour l'expression, tu arrives à 2000, 2500 et là tu es le roi du monde. Alors moi, qui n'étais pas plus intelligent que les autres, qui n'avais aucun diplôme, je gagnais déjà des mois à 4000 et 5000 euros. Je me suis dit, oh putain, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit ou que je ne savais pas? Alors avec ça, j'ai compris que c'était ma voie. C'est-à-dire, ça me donnait beaucoup de confiance. Savoir que tout dépendait de moi, alors que beaucoup d'autres, ça les démotivait. Écoute, si je ne vends pas, je ne gagne rien. Pour moi, c'était tout le contraire. Écoute, si je vends beaucoup, on va me payer tout ce que je vends. Alors, putain, moi, comme je n'avais rien d'autre à faire, un gamin de 18 ans, eh bien, il va à l'université et ensuite il traîne au parc, ou du moins, c'est ce que je voyais autour de moi, au parc. Avec les grandes bières, vous voyez tous de quoi je parle. On tuait le temps. Alors, je me suis dit, comme je n'ai rien d'autre à faire, je vais bosser comme un malade. Excusez-moi l'expression. Et voilà, on verra jusqu'où j'arrive. Ensuite, la vie, eh bien, elle te donne, ou du moins à moi, elle me donnait une autre série de, eh bien, de, ou alors d'autres choses me motivaient. Je suis l'aîné de 6 frères et sœurs, et ce qui me motivait, c'était d'avoir une famille, des enfants, etc. Et bien sûr, bah, je le voyais, et je me disais, bah putain, oui, je gagne beaucoup d'argent, mais au moment où j'arrête de travailler, il n'y a plus de vente. Non, moi non, je ne gagne pas d'argent. Alors, comment vais-je faire pour coïncider? Comment faire ça? Tu vois, avoir une famille, ne pas aller travailler et ne pas gagner d'argent, il faut que je trouve un moyen pour que ça soit possible. Si tu as travaillé dans la vente, tu sais que dans les équipes commerciales, tu peux être manager et toucher des commissions sur l'équipe. Donc ça a été mon objectif pendant 3 ou 4 ans aussi, j'y suis arrivé, mais ensuite ce n'était pas tant ce que tu gagnais de l'équipe que de tes ventes directes. Donc au final, j'avais un bon chiffre d'affaires. Eh bien, je me suis acheté une Mercedes CLA pour améliorer mon image, tu vois, chef d'équipe, tout ça, et aussi parce que j'avais envie de m'acheter une Mercedes et que je travaillais pour ça. Et là, le fisc, eh bien, tu sais ce que vivent les auto-entrepreneurs débutants, non? Ils paient la TVA, puis tu la verses chaque trimestre, comme tu l'as sur ton compte. Tu ne fais pas les calculs, d'accord? Et là, le fisc, eh bien, je ne sais pas, c'est comme si je devais 3 ou 4 trimestres de TVA. Je les reportais, je faisais des reports, mais je ne les payais pas. Bon, enfin, c'est le genre de mauvais moments par lesquels tu dois passer pour apprendre aussi. Alors, le fisc m'a envoyé une lettre disant que soit je payais ce n'était pas beaucoup, hein, 1800 euros que je devais. Où ils saisissèrent la Mercedes qui était à mon nom, c'était la seule chose que j'avais. Je n'avais pas de maison, je n'avais pas, enfin, de biens ou d'immeubles. C'est ce que le fisc saisit habituellement et ils m'ont donné, je ne me souviens plus du délai, d'accord, mais quelques mois. Sinon, ils mettaient des scellés sur la voiture et l'administration la gardait. Et là, je me suis dit, putain, je me suis fait un déclic et j'ai dit, merde mec, ça ne suffit pas, mec. Malgré mon travail de commercial, j'avais de mauvais mois. De 1800, 1900, ça peut sembler beaucoup, mais quand tu es indépendant, c'est 1800, 1900 moins la TVA, moins le comptable, moins l'impôt sur le revenu.
L'essence, la nourriture, tout ça, c'est toi qui le paies. Plus les dettes que tu as, les mensualités de la voiture, enfin, les mensualités dans ce cas de la voiture, plus les reports de paiement et tout ça. Et bon, à cette époque-là, mon cousin m'a dit qu'il avait pris une location longue durée avec une application et qu'il le mettait en location les week-ends. Grâce aux revenus des locations du week-end, il payait la mensualité de la location longue durée et utilisait ainsi sa voiture gratuitement. J'ai dit putain mec, ça me fait peur, mais j'ai envie d'essayer pour voir comment ça marche. Putain, si c'est vrai, je vais mettre ma voiture sur ces plateformes et voir si ça me rapporte quelque chose, parce que je n'avais pas d'autre choix. J'étais dans une situation, disons, d'urgence, parce qu'on allait me prendre la voiture et je devais trouver un moyen de gagner plus. Et voilà, j'ai mis ma voiture sur Movance, qui est une plateforme de location entre particuliers. Logiquement, j'avais très peur, putain, c'est une Mercedes. C'est une voiture chère. Enfin, chère, pour moi à l'époque, c'était une voiture. Bien sûr, elle m'avait coûté beaucoup d'efforts, mais le besoin était plus fort. Enfin, je pouvais. La sensation de putain, si je ne le fais pas, je sais déjà ce qui m'attend, alors putain, il faut assumer ce risque. Et bon, eh bien, je l'ai mis en location. J'ai reçu ma première réservation. 3 jours pour 40 euros, ce n'était pas beaucoup, mais j'avais mis un prix très bas au début pour obtenir mes premières réservations. Et voilà, la personne est venue, elle m'a loué la voiture, on a pris des photos. Cette nuit-là, eh bien, j'ai presque pas dormi parce que j'étais super stressé. Comme d'habitude, j'avais peur qu'on vole, abîme ou rende ma voiture sans essence. À la fin de la location, il m'a rendu la voiture plus propre, avec plus d'essence qu'au départ, et quelques minutes avant l'échéance, ce à quoi je ne m'attendais pas. Alors je me suis dit, ah, putain, je viens de gagner 40 et quelques euros ce week-end en restant à la maison sans pratiquement rien faire. Et ça a complètement changé ma façon de voir les choses. T'as vu le modèle économique, tu t'es dit oui. C'est là que ça a été un réveil, non? De Kiko Aguirre? Là, ça a été le réveil absolu. Parce qu'à ce moment-là, justement, il se trouve que Vraiment pas cher, une vraie affaire. Le gars a eu pas un CLA pour 40 euros tout le week-end. 44 euros, je ne me souviens plus, mais tu mets vraiment le prix que tu veux. Alors, bien sûr, je me dis, bah bon, je ne sais pas trop comment ça marche, je vais le mettre pas cher parce que je n'ai pas d'avis, je veux avoir mes premières locations. Commencer, démarrer, voir comment ça se passe. Et oui, à ce moment-là, j'étais justement en train de lire le livre Père riche, Père pauvre. Eh bien, tous, ou pratiquement tous ceux qui sont ici, je suppose que nous le connaissons. Investissez dans des actifs générant des revenus passifs, pas dans des passifs qui vous font perdre de l'argent chaque mois. On m'avait dit qu'une voiture était une dépense, un mauvais investissement, un passif qui perd de la valeur, un caprice. Mais ce jour-là, elle me rapportait de l'argent, alors je me suis dit, mince. Eh bien, une voiture, ça dépend de comment on l'utilise. C'est un passif, c'est comme tout, non? Au final, une moto aussi est un passif. Ça dépend de comment, parce qu'il y a des entreprises de location de motos. Un van aménagé est un passif, ça dépend de comment, parce qu'il y a des entreprises qui louent à des vannes aménagées, donc ça leur rapporte de l'argent. Et à partir de là, j'ai commencé à louer ma voiture. Il y avait des semaines où je devais prendre le métro pour aller travailler parce que j'avais une location. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à augmenter les prix et tout ça. Et parfois, en une semaine, je gagnais 300 euros en louant une Mercedes. Ça peut sembler peu, mais pour moi, à ce moment-là, c'était beaucoup d'argent. Et je me disais, putain, moi, tu vois, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas honte d'aller bosser en métro. À cette époque, je vivais à Alcalá de Henares et allais presque chaque jour à Madrid voir les commerciaux, etc. Et je me dis, ça ne me dérange pas d'aller bosser en métro. Je n'ai pas honte. Mais en échange, je gagne 300 euros pour une semaine, parce que sinon, je ne vais pas sortir de là où je suis. Alors, à ce moment-là, je prends une autre location, c'est-à-dire, en plus de ma voiture, qui était achetée mais payée en plusieurs fois, je prends une location d'une Fiat 500 que je payais. Je ne me souviens plus, je crois que c'était 250 par mois. Je me dis que tant que j'en loue une, j'utilise l'autre pour aller au travail et j'alterne, puis je loue celle qui est libre. Jusqu'à ce que, bon, logiquement, il m'est arrivé que certaines semaines, les deux étaient loués et je devais quand même aller travailler en métro. Mais il arrivait un moment où, avec seulement 2 véhicules, je faisais 900, 1100 par mois et en frappant à des portes, j'arrivais à 1800. Alors je me suis dit, putain, c'était une sensation vraiment transformatrice. Je m'en souviens très bien, j'étais au lit avec ma compagne en train de regarder le plafond et de dire putain, tu imagines un jour ne plus avoir à aller travailler
et vivre des loyers, se consacrer à ça, ne plus avoir à frapper aux portes, supporter les gens qui te claquent la porte au nez, qui te traitent d'escrocs, de voleurs de vieilles dames, qui disant qu'ils vont appeler la police. Oui, c'était notre quotidien. Alors maintenant, on poste des vidéos sur les réseaux sociaux et on reçoit, eh bien, un commentaire d'un hater. Tu te dis, oh bon, on m'a déjà claqué la porte au nez et la police m'a déjà contrôlé, vérifié ma carte d'identité parce qu'ils pensaient que j'étais un escroc qui frappait aux portes. Alors, bon, un commentaire de haine, franchement, j'aurais rêvé de n'avoir que ça à gérer à la place. Mais bon, c'est comme ça que tout a commencé, jusqu'à ce que ma compagne mette aussi sa voiture en location. Ça a vraiment été difficile de la convaincre et tout, mais au final, elle s'est lancée. Au final, ce sont juste des gens ordinaires qui veulent te louer une voiture moins chère qu'en agence classique. Ensuite, on a pris une autre location, puis on a financé une autre voiture, puis on a pris une petite voiture, vraiment petite, vraiment pas chère, pour 2 500 euros. Ça nous rapportait 200 euros par mois. Tu te dis, putain, c'est nul. Mais 200 euros par mois pour une voiture à 2 500 euros, c'est presque 100% de rentabilité annuelle. C'est dingue. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à monter, disons, notre entreprise de car sharing, de location de voitures. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et petit à petit, j'ai fini par quitter mon travail de commercial, parce que ce que me rapportaient les voitures me demandait aussi un peu de temps. Et voilà, c'est aussi à ce moment-là que ça s'est combiné avec le fait qu'on est devenus parents. Nous avons eu Daniela, qui était ma fille, elle a 2 ans et demi. Énorme mec, c'est ça un jeune père, c'est bien. Au final, c'était un point de douleur fort. Non seulement la dette avec le fisc et tout ça, mais aussi pouvoir avoir une famille et ne pas devoir bosser tous les jours sans pouvoir la voir. Et bon, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, mec. D'accord? Alors, tu te rends compte qu'il y a un business dans la location de voitures entre particuliers? Et comment tu fais évoluer ça? Ta fille naît. Comment tu fais évoluer ça? Jusqu'où ton entreprise est-elle allée et jusqu'où elle va aujourd'hui? Combien de voitures utilises-tu et combien en génères-tu? Je trouve cela intéressant car la voiture est typique. On te conseille souvent de ne pas en acheter ou d'éviter les grosses. Dès que tu l'achètes, tu ne fais que perdre de la valeur. C'est la première fois que j'entends qu'une voiture peut générer des revenus. Bien sûr, ici, logiquement, au fil des années, surtout s'il y a des gens qui regardent ce podcast et qui ont vu mes premiers podcasts, le discours a beaucoup changé. D'accord, parce que quand j'ai commencé, bien sûr, ma vision était mince, je roule avec une Mercedes CLA qui m'a coûté, je ne sais pas si ça m'a coûté 24 000 et quelques. À ce moment-là, il y avait des mois où j'en tirais 1 200 euros. Alors, c'était comme mince, d'accord. Le business est dans ce type de voiture, dans des voitures d'une gamme un peu plus élevée, parce qu'il y a moins d'offres, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes, il y a moins d'offres. Et au début, j'ai orienté mon investissement vers les voitures, vers ce type de véhicule, d'accord. J'avais une Mercedes CLA, une Audi A3 Cabriolet, une BMW X2, et puis j'avais aussi une Fiat 500, une Seat Ibiza, une Tata Vista. Des voitures plus basiques, d'accord? Mais pour faire le lien avec ce que tu as demandé, moi donc je me retrouve au moment d'être en congé paternité, à la maison avec ma copine. Et donc ce mois-là, je ne me souviens plus exactement quand on l'a fait, mais c'était près de 6 000 euros, 5 900 et quelques, avec 6 véhicules. Je te dis aussi que l'été, c'est incroyable, d'accord? Enfin, l'été en Espagne, août et juillet, c'est une pluie d'argent. La demande est telle qu'on peut augmenter les prix, et ça se louera quand même. Je me suis donc retrouvé dans cette situation. Eh bien, presque 6 000 euros avec la flotte, plus les quelques milliers. Ce n'était pas exactement 1000, mais 990 que tu touches pour le congé de paternité. On pourra en reparler plus tard si tu veux. Qu'il payait à ma copine et à moi, plus 500 euros d'aide pour jeune mère. Putain, on touchait presque, en un mois, près de 9 000 euros. Et moi, j'étais chez moi à m'occuper de ma fille nouveau-née qui avait 1 mois et demi. Que les bébés aussi petits ne demandent pas tant de temps que ça, ils passent toute la journée à manger et à dormir. Et je suis passé de ne pas avoir de temps du tout à regarder, je ne sais pas, toutes les séries de Netflix, jouer à tous les jeux sur la Play et me dire putain, je m'ennuie mec. Je suis passé de travailler dehors pendant tant d'heures à avoir trop de temps libre. Parce que si tu avais une location en été, par exemple, de 15 jours, eh bien pendant 15 jours, tu n'avais rien à faire. Ensuite, quand ils te le rendent, oui, tu le nettoies quand tu fais ce qu'il faut, mais avec les locations longues, tu n'as rien à faire. Et à partir de là, j'ai commencé à poster des vidéos.
Il y a aussi eu la mode du moment, tu sais, d'aller à la salle de sport à 5 heures, de me réveiller très tôt le matin, de lire je ne sais combien de livres de motivation. Je regardais aussi tous les podcasts qui existaient sur le développement personnel, sur J'ai un plan, sur Wordcast, sur les affaires, surtout. Et avec cette motivation, j'ai commencé à poster des vidéos de ce que je faisais, de mon quotidien, d'aller à la salle de sport, de regarde ce que cette voiture peut faire. Et bien sûr, tout le monde me posait des questions sur les voitures. Mais tu fais des conseils, tu proposes une formation, tu donnes des cours. Je n'avais rien de tout ça, je leur disais non, et bien voilà. Et à partir de là, logiquement, quand tu commences à publier du contenu de niche sur l'argent, les affaires et tout ça, eh bien, tout de suite, il y a des gens qui commencent à te dire et je peux gérer tes réseaux sociaux, et je peux t'aider à vendre sur les réseaux, et etc. Et à partir de là, oui, j'ai fait mon premier lancement et on a sorti la formation. Et maintenant, il y a plus de 640 personnes dans la communauté. Je suis très fier de tout ce que nous avons construit ces dernières années. Et donc, à l'heure actuelle, nous avons 41 véhicules dont la plupart sont en gestion. C'est-à-dire que nous gérons aussi des véhicules pour des investisseurs. Du genre, eh ben, écoute, hein, Kiko, j'ai une voiture qui ne roule pas ou je veux investir, mais je ne veux rien gérer. D'accord, donc il m'apporte le véhicule, je prends 30% pour savoir où il faut le garer, comment répondre aux clients, comment positionner une annonce, quel prix il faut mettre, gérer tout ce qui concerne l'installation du système sans clé, l'emmener chez le garagiste, le nettoyer, etc. Maintenant, j'ai une équipe de 4 personnes et les investisseurs prennent 70% sans rien faire. D'accord? C'est vrai que maintenant, j'ai entre guillemets mis en pause mon service de gestion. Je ne prends plus de voitures, ce sont désormais les investisseurs qui me les proposent. Je les délègue à des membres de mon équipe et de mon entreprise, où il y a beaucoup de personnes formées pour rendre un véhicule rentable. C'est surtout par manque d'équipe. C'est-à-dire, j'ai 4 personnes, mais trouver une équipe qui sache fonctionner, qui travaille bien, qui soit loyale et tout le reste, c'est très compliqué. Oui, c'est ça. Toi, tu le sais de première main. Donc oui. Une question, tu as dit tout à l'heure qu'une voiture peut te donner une rentabilité de 30% par an, c'est bien ça? Tu as mesuré ça de quelle manière? C'est-à-dire comment c'est possible? D'accord, c'est aussi très important de savoir que ce n'est pas n'importe quelle voiture. C'est-à-dire, c'est vrai que presque n'importe quelle voiture a de la demande. D'accord. C'est-à-dire, n'importe quoi que tu publies sur Amobenz ou sur Getaround, si tu es dans une ville assez grande, Madrid, Barcelone, Valence, Malaga, Séville, Saragosse, Bilbao, eh bien, Palma de Majorque, d'accord. Donc, des villes vraiment grandes. Tout ce que tu publies va avoir de la demande et va être loué. Logiquement, hein, il y a une série de paramètres pour que ça soit mieux positionné, non? Mais ici, la demande n'est pas la même chose que la rentabilité. D'accord? Donc, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, que moi, quand j'ai commencé dans ce secteur du car sharing, ou comme les gens veulent l'appeler, je me concentrais sur des voitures haut de gamme. Ensuite, hein, j'ai commencé à investir dans des voitures moins chères et je me suis rendu compte que la rentabilité était là. Pourquoi? Parce qu'une voiture, moi, disons, je vais te donner l'exemple d'une Fiat 500. D'accord, c'est sûrement le modèle que tout le monde a en tête. Je trouve qu'une Fiat 500 est une bonne option. Elle consomme peu, se gare facilement et n'est pas chère. Vignette éco, donc, et en plus, presque toutes les agences de location sont pleines de Fiat 500. Mais ce n'est pas pareil une Fiat 500 de 2021, avec écran, vignette éco, qui même d'occasion, avec 20 000 km, coûte 1000 fois plus qu'une Fiat 500 de 2015, avec 140 000 km vignette normale, sans écran. La même voiture peut te coûter 5 500. Donc au niveau du prix sur le marché pour le client qui loue la voiture, ça lui est égal qu'elle ait 28 000 km ou 130 000. Lui, il la veut pour 2 jours, pour 3, mais celle que tu achètes à 12 000 pendant qu'elle est louée et que tu en tires un bénéfice, elle se déprécie aussi en même temps. Mais par contre, le business, c'est justement d'acheter la voiture déjà dévaluée. Et qu'est-ce qu'une voiture déjà dévaluée? Eh bien, c'est une voiture qui a 10 ans, 9 ans, qui sur le marché de l'occasion ne va plus beaucoup baisser en valeur. D'accord? Je vais te donner l'exemple qu'on utilise toujours dans ma communauté. Une Forca de 2015 ans. Vous pouvez le chercher sur Wallapop, sur Milanuncios, sur Cochenet. Une Forca de 2015 peut coûter 5 000, 5 500 euros et une Forca de 2009, c'est-à-dire c'est la même voiture, elle peut te coûter 4 500 euros. Autrement dit, une voiture avec 6 ans de différence arrive à un point où elle ne baisse plus de valeur. D'accord.
Donc à partir de ça, on va calculer la rentabilité. Une voiture comme celle-ci, à 5 000 €, il y a comme un minimum sur le marché. C'est-à-dire moins de 25 euros, il n'y a pas de voiture à y louer. D'accord, donc si tu mets une voiture à 5 000 € en location dès qu'elle est un peu louée. 10, 12 jours d'accord. 10, 12 jours. On parle d'une voiture très basique à 5 000 € et ici il y a sûrement les haters habituels. Mais alors, qui va louer une voiture d'occasion? Je te dis déjà que beaucoup de gens, on en parlera plus tard, pourquoi. Mais une voiture à 5 000 € peut parfaitement te rapporter 300 euros par mois, ce qui fait 3 600 € par an. D'accord. Et ça, c'est en le faisant de manière relativement normale, d'accord? Sans être un pro ni le meilleur, juste normalement. D'accord? 300 euros en moyenne. Donc ça, un investissement de 5 000 € qui te génère en un an 3 600, d'accord, c'est bien plus que 30%. Mais il faut enlever l'assurance, qui tourne autour de 300, 350 par an à peu près, un entretien par an aussi. Cela dépend si tu as des accords avec des garages ou connais quelqu'un pour te le faire moins cher. Pour nous, un changement d'huile et de filtre avec main-d'œuvre et TVA comprise, ça coûte 79 euros. Donc bien sûr, ça dépend aussi un peu de comment tu t'arranges avec ça. Oui, bien sûr. Un entretien par an, la taxe de circulation, un contrôle technique. Et ce qui est le plus cher, entre guillemets, c'est le dispositif sans clé qu'il faut installer pour que les livraisons soient automatiques. Tu n'as pas besoin d'être là. C'est la huitième merveille du monde. Un dispositif installé sur la voiture. Quand il y a une réservation, le client va à la voiture et l'ouvre via l'application. La clé est dans la boîte à gants, on l'amène à la voiture, idem pour la récupération. Il laisse la clé dans la boîte à gants, ferme la voiture, prend des photos et c'est tout. Toi, depuis chez toi, comment sais-tu qu'une réservation arrive, que ta voiture a été prise, rendue et que tu as gagné de l'argent? Tout simplement parce que, logiquement, c'est un processus. Pas seulement de l'installer, de l'apporter, de faire une annonce, de le mettre en ligne. Combien coûte l'installation? Tu ne l'as pas dit. L'installation ne te coûte rien, mais ils te prennent une commission. À chaque vente, ils prélèvent une commission mensuelle pour l'appareil. Celle-ci, d'accord, qui va de 19 à 39 euros, cela dépend de l'année, de la voiture et d'autres facteurs. D'accord. Et ces plateformes prennent 22% ou 25% de chaque location. D'accord, c'est-à-dire qu'elles ont une commission élevée, d'accord, mais sans ces plateformes, c'est très compliqué de le faire. Parce qu'elles te fournissent l'assurance, elles te trouvent les clients, elles te mettent aussi un dispositif, elles te trouvent aussi le client, bien sûr. C'est comme Airbnb, d'accord, c'est pareil. Airbnb aussi, ça vient d'une idée folle de deux gars un peu dingues, non? Ils disent, et tu as une chambre libre, mets-la en location et reçois, eh bien, 50 $, 60 $ la nuit et tout ça. Alors évidemment, quand cette idée d'Airbnb est apparue, les gens se sont dit, mais comment je vais louer ma maison pour gagner 3 sous avec tout ce que ça m'a coûté, avec le crédit, avec ceci, avec cela? Mais en revanche, il y a le côté investisseur qui se dit, mince, non seulement je vais louer ma maison, mais je vais acheter un logement exclusivement pour le mettre en location et ainsi en tirer profit, entre guillemets, de tout le gâteau que représente le tourisme en Espagne, à Miami, à New York. Non, ce sont les grandes chaînes hôtelières qui en profitent. Et moi, en tant que petit particulier, je peux profiter d'une partie de ce tourisme et de ce marché. Alors, ça devient de la folie, non? Ensuite, nous savons tous qu'il y a des affaires de plusieurs millions autour de la location de vacances sur Airbnb. Il y a de très grandes entreprises qui possèdent énormément de biens sur Airbnb. Eh bien, c'est pareil. La plateforme est exactement la même. Une carte affiche l'emplacement et le prix des voitures. Tu choisis les jours, heures, avec réduction pour longue durée. C'est comme Airbnb, mais pour les voitures. Et l'avantage dans ce cas, c'est que la barrière à l'entrée est minimale. C'est-à-dire, tu peux mettre des voitures à 5 000 € et en plus, pour les véhicules en général, la banque te finance à 100%. C'est-à-dire que tu peux même commencer sans avoir d'économie, entre guillemets. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai acheté ma Mercedes sans économie, mais avec un bon chiffre d'affaires prouvable. Ils m'ont donc financé la voiture à 100%. Je payais une mensualité et avec les loyers, je payais de la mensualité et il me restait de l'argent, je gagnais un cash flow. Je veux dire, c'est comme si dans le secteur immobilier, on te disait, et Jota, je te donne toutes les hypothèques que tu veux à 100%. Tu penses et tu te dis, mince, c'est de l'argent gratuit, alors j'achète le logement, je le mets en location, je génère un cash flow et c'est tout. Et je n'ai pas mis d'argent de ma poche. Le logement se paie avec les loyers et c'est tout.
Donc, en résumé, c'est un peu comme ça que tout fonctionne. C'est-à-dire, toi, déjà avant de te lancer dans la formation, tu générais déjà des revenus élevés. C'est vrai, parce que moi, le problème ne me concernait pas. Ça dépend, parce que 6 000 par mois, c'est élevé. Mais il y a des gens à qui ça peut ne pas sembler beaucoup et d'autres à qui oui. Honnêtement, quel est ton chiffre d'affaires hors formation, juste avec tes voitures? Juste avec mes voitures, le chiffre d'affaires varie beaucoup. Parce qu'en août et juillet, tu peux faire 13 000 euros. Et dans les mois plus calmes, un peu plus de 6 000, 7 000, 8 000. Donc, c'est le chiffre d'affaires que génère une grande flotte de véhicules en s'appuyant sur des plateformes. D'accord. Mais bien sûr, on parle aussi du fait que ce n'est pas facile non plus de facturer, je ne sais pas, 5 000, 6 000, 10 000 avec n'importe quel business. Ça revient au même? Non. Ce n'est pas le cas, c'est bien de le dire. Je veux dire, il y a des gens que moi j'ai ma propre formation, mais il y a des gens qui vendent une formation en investissement immobilier. Par exemple, combien d'appartements faut-il avoir pour gagner 10 000 euros par mois avec des biens immobiliers? Beaucoup. Formation Amazon e-commerce, n'importe quoi. Automatisation de YouTube, ce n'est pas facile. Gagner de l'argent, personne n'a dit que c'était facile. Mais bon, c'est ça l'idée d'essayer de trouver d'autres voies. Mais Mais est-ce vrai que, par exemple, si je prends une voiture et que je la mets là et que je suis tes instructions, ta garantie, c'est une rentabilité de 30% de ce véhicule de... si tu prends une voiture au hasard, non, d'accord, nous te disons de voir. Tu dois prendre dans cette tranche à ce prix, ce type de véhicule et être dans ces villes, d'accord. C'est-à-dire, j'ai une Audi A5 décapotable et j'habite à Badajoz, eh bien là, je ne peux rien te garantir. D'accord? Parce que je sais que c'est une ville qui n'a pas le même attrait que Valence, Séville, Malaga, etc. D'accord? Mais c'est ce que je te dis, Jota, qu'un 30%, c'est ridiculement facile à obtenir avec un véhicule. Tu vois, pense qu'un investisseur moyen, une rentabilité très élevée, c'est combien en général? Un 10% par an, un 10%. Un annuel, c'est génial, c'est mon fonds. Le SP500, c'est à 10, 12. Oui, on peut parler d'autres investissements, non? J'ai un peu dans des fonds, dans le SP5 Cents précisément, parce que je ne veux pas non plus me prendre la tête avec. Non, des actions SP5 Cents. Tu as une rentabilité de 12% par an, les gens sont satisfaits, et en 8 ans, tu gagnes beaucoup. Bien sûr, ou l'immobilier, non. J'ai aussi un appartement en location qui en plus était une super affaire. Eh bien, c'est un contact que j'ai qui m'a donné l'opportunité. Maintenant, si tu veux, on parle de chiffres. Mais imagine une voiture à 5 000 euros, d'accord, qui est un investissement. C'est un tout petit investisseur. Certaines voitures sont plus rentables, comme les fourgonnettes de livraison, les 7 places ou les grands camions de déménagement. Bon, c'est fou, mais un véhicule à 5 000 euros d'abord. Il faut partir du principe que 5 000 euros à la banque, tu sais déjà ce que ça va te rapporter, un zéro. Ou au mieux, Ça te pardonne, ça te donne de l'inflation. le compte rémunéré de Sabadell, 3 Républiques, je ne sais plus, te donne 1,7, mais ce n'est pas réel, car l'inflation est plus haute. En partant de cette base, si tu achètes une voiture à 5 000 euros, en tirer 10% par an représente 500 euros par an. 500 euros par an, 500 euros par an. C'est déjà énorme. Donc 10%, ça fait 500 euros par an. Divisé par 12 mois, ça fait, je ne sais pas si ça donne 45 par mois. Gagner 45 euros par mois avec un véhicule de 5 000 euros, c'est ne pas vouloir le louer. C'est-à-dire le louer 3 jours, oui, et à ton cousin, Qui te le demande de temps en temps. bien sûr. Donc si 10% c'est 40 et quelques euros, alors 30% c'est 150 euros et 150 euros. Pour un véhicule très dévalué comme celui-là, c'est extrêmement facile de le sortir parce qu'il y a un excès de demande de location de véhicules. C'est vrai, ça m'a coûté cher à certains moments de louer quand je suis allé à Minorque, quand je suis allé à certains endroits, ça m'a coûté. Non, oui, ça c'est déjà de la folie. Et on m'a mis des sacrées factures. Parce que moi, je vais chez Sixta, tu vois. J'y vais, oui, Oui, à Centauri Europa, Europcar, tu vois. bien sûr. Le problème des voitures de location, et parce que ça, c'est un autre dilemme, non? Écoute, pourquoi quelqu'un nous louerait à nous, des particuliers, alors qu'il pourrait louer à une agence de location? Le problème avec les agences de location, d'abord, ce sont les cautions ultra élevées. Ce n'est pas le cas de toutes, mais la plupart te demandent, eh bien, 8 cents, 9 cents euros de caution. On m'a même déjà demandé 1000 euros 1000 euros de caution, d'accord? où ils te font payer une fortune. L'autre jour, j'ai loué une série 3 pour aller en Andorre, neuve. Ils m'ont pris 600 euros pour 2 jours.
Ah ah ah, je n'avais pas fait attention à ça, il ne faut pas. J'adore l'autoroute Barcelone-Andorre. Comme le trajet dure 2 heures et demie, j'en profite pour conduire une bonne voiture. Bien sûr, je m'amuse, mais c'est vrai que 600 euros, mais bon, tout risque, mais putain, évidemment, bordel. Bien sûr, ce qu'ils te facturent là, c'est ça, l'assurance chère, mais en partant d'une caution élevée. Bon, tu peux te dire que non, mais oui, tu la donnes, et après, ils te la rendent. Oui, mais il y a des personnes qui n'ont pas 900 euros, c'est triste. Mais c'est comme ça, il y a des personnes qui n'ont pas 900 euros pour qu'on leur bloque pendant 15 jours ou plus, et en plus, ils vont partir en vacances, c'est tout. Ça arrive, d'accord. Les cautions élevées. Ensuite, ça m'est aussi arrivé de réserver une voiture. Ça m'est arrivé avec une classe A que je voulais essayer avant d'acheter ma Mercedes, la CLA. Donc j'ai loué une classe A pour aller travailler parce que j'avais une BMW de 2007 qui était tout le temps au garage pour les freins, les silent block, enfin bref. Et avec les collègues commerciaux, on faisait des voyages en Asturie, à Malaga, pour vendre là-bas, pour des contrats. Et on s'est dit, allez, on loue une classe A tous ensemble, on part en voyage pour se détendre. Non. Je l'essaie donc, si ça me convainc, j'achète la classe A car j'hésitais entre elles, la CLA et la classe C. Mais tu paies le prix de la classe A juste pour la louer? C'était mieux. Je te parle de 2019, je ne sais pas s'ils m'ont pris 600 euros pour une semaine, ce qui peut sembler bon marché aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était cher. Et j'arrive, c'est... C'est bon, non, la classe A non plus, la classe A non. Même si c'est sûrement plus maintenant, on discute. Mais la classe A n'est pas une série 3.9 non plus. Mais la question, en fait, c'est à que j'arrive, ils me disent, non, c'est qu'ici, dans les petites lignes, tu signes que ce que tu loues, c'est la typologie de la gamme du véhicule. Et la classe A, eh bien, on ne l'a pas disponible. Tu dois prendre cette Audi Q2. Et bien sûr, j'ai l'air idiot en disant, bah non, 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 excusez-moi, mais j'ai payé plus cher. Juste parce que je voulais essayer cette voiture, hein, ce modèle, la classe A. Quand c'est sorti sur l'écran, là que tout était intégré dans le tableau de bord, et ils te disent bah, d'aller te faire voir, que non, que tu réserves la gamme. S'ils n'ont pas cette voiture, ils t'en donnent une autre. Mais dans la location entre particuliers, ça n'arrive pas car tu vois la voiture. Que s'est-il passé? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Mais si tu veux juste une 4K parce que la tienne est au garage et que tu as juste besoin d'une voiture pour le travail, peu importe, mais c'est quand même un avantage. Et puis surtout, comme les véhicules ont ce dispositif sans clé, ils sont situés dans les quartiers ordinaires de Madrid, de Barcelone, de Valence, alors qu'une personne, par exemple, moi, tous mes véhicules, je les ai à Vallecas. D'accord. Un quartier ouvrier modeste, de travailleurs, avec des gens qui ont parfois besoin de louer des véhicules, hein, non? Et une personne qui doit louer une voiture, c'est plus pratique de se dire, mince, si j'en ai une juste en bas de chez moi, que je peux ouvrir sans clé, plutôt que de devoir aller ailleurs, non? Une demi-heure de Uber ou de transport en commun jusqu'à l'aéroport, attendre dans une file, payer une caution, louer une voiture dont je ne sais même pas si ce sera celle que j'ai demandée, et ensuite revenir chez moi. Donc aussi pour le client qui loue, c'est également plus pratique, d'accord? Et logiquement, c'est moins cher. Au final, ces plateformes ne demandent pas de caution. Elles prennent juste 20 euros pour reconnaître ta carte. C'est tout. Donc, il y a beaucoup de points qui font que ça paraît quelque chose de nouveau. On se dit, mince, mais pourquoi on ne connaissait pas ça avant? Mais ce n'est pas nouveau aux États-Unis. Je ne sais pas si tu connais Turo, c'est une plateforme similaire, Turo, de voitures, de particuliers, qui les mettent en location. Et ça existe aux États-Unis hein, depuis 15 ans, alors qu'en Espagne, ça fait, je ne sais pas, un peu plus de 4 ans. Mais bon, il y a de plus en plus de gens qui n'achètent pas de voiture et qui choisissent de la louer quand ils en ont besoin, et c'est tout. Ici, ceux qui investissent dans les voitures peuvent générer des revenus. Le problème ne vient pas des formations elles-mêmes, mais il y a un souci général. Dans le monde de l'infoproduit, comme je le dis, une formation fonctionne ou disons est crédible ou non, selon que la personne qui la propose a eu ou non des résultats auparavant. En pratiquant le business qu'elle te propose, c'est ça le problème. Que penses-tu du phénomène des vendeurs sur les réseaux sociaux? Des réseaux du style gagne ton premier million? Et bien sûr, cette personne t'enseigne, elle a gagné son premier million en vendant des cours sur comment gagner ton premier million. Et c'est comme, mince, écoute-moi là, c'est compliqué cette histoire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, moi j'adore parler de ça, hein. On peut même centrer tout le podcast là-dessus. Mais la première chose à dire, c'est que s'il y a des vendeurs de rêves, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui achètent du rêve. Écoute, hein, mec, un cours à 1000 euros et tu gagnes ton premier million, mec. Réveille-toi. Ça n'existe pas.
Si je peux t'apprendre à gagner 1 million garanti, je te fais payer 1 million dès le départ. Littéralement, car tu vas ensuite gagner le deuxième. Bien sûr. Donc c'est aussi un peu mec ou un peu réaliste. Et je sais pas, renseigne-toi un peu sur ce qu'on te raconte. Ensuite, la partie dont tu parles est fondamentale et très importante parce que bien sûr, si tu n'es pas là, c'est tout. Si tu ne travailles pas dans ce domaine, même si tu t'y es consacré dans le passé, le marché change beaucoup. D'accord, moi par exemple, les plateformes que nous utilisons, Amovens, Getaround, maintenant nous commençons aussi à utiliser Oscar Location, qui est une plateforme pour les professionnels et autres. Cela change constamment le marché, les conditions changent, les tarifs changent, les remises changent, les types de voitures changent. Au début, on pouvait installer le système sans clé sur toutes les voitures. Maintenant, ce n'est plus possible sur Mercedes, Audi, BMW. Par exemple, d'accord, donc ce que tu dis est extrêmement précieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi une formation il y a 3 ans avec ce qui fonctionnait à l'époque. Je sais, hein, c'est fou, Amazon est comme Stal. Et maintenant, tu te dis, ça n'a rien à voir avec l'Amazon ou le Shopify d'aujourd'hui ou toute autre histoire. Non, non. Donc, ce qui est important dans ce que tu dis, logiquement, c'est la personne qui te vend une formation et qui te dit que tu vas gagner de l'argent avec ça ou que tu vas acquérir n'importe quel type de changement, de transformation, peu importe. Logiquement, il faut que ce soit au cœur du sujet et que ce soit à jour. Et surtout, le problème le plus réel, le problème qu'il y a avec les cours, les formations, les mentorats et tout ça, c'est la promesse qu'on fait aux gens. C'est-à-dire, si tu promets de devenir riche du jour au lendemain, rien que ça donne déjà une impression de mensonge. Enfin, ce n'est pas possible. Mais si toi, par exemple, ce que moi je promets, Pas ta promesse psychique. moi, ce que je promets, regarde, si tu achètes un type de véhicule parmi ceux que nous allons te recommander, tu vas en tirer au moins 30% de rentabilité. Je ne te parle pas de 10 000 par mois, ni de 1000 par mois, ni de 8 000 par mois, ni d'être financièrement libre. Non, je te parle simplement de la rentabilité, c'est tout. À partir de là, tu l'augmentes comme tu veux. Eh bien, 10 voitures, 20, 50. Tu commences avec des voitures et ensuite tu achètes des appartements, ce que tu veux. Mais nous, on a Le savoir-faire. les connaissances, ce qui n'est pas très difficile non plus. Mais surtout, il faut savoir où ne pas se planter. C'est choisir la bonne voiture, ne pas se faire arnaquer lors de l'achat d'un véhicule d'occasion. Ce qui est super courant. Vice caché, n'est-ce pas, Bourou? C'est vraiment très courant, alors? Eh bien, c'est ça la promesse, non, que nous faisons, mais toutes les promesses que tu vois de bien, je parle de mon expérience particulière et personnelle. Logiquement, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais gagne tes premiers 10 000 euros par mois, gagne tes premiers 20 000, 50 000. C'est une garantie de ne garantir cela à personne. C'est comme, par exemple, je t'apprends à vivre. Par exemple, tu suis une formation. Je t'apprends à vivre d'un podcast sur YouTube. Bien sûr, c'est impossible de le garantir à tout le monde. Pourquoi? Parce que ce dont tu parlais, non, j'avais ce sentiment quand j'ai commencé à faire ça. Non, d'accord, ça a marché pour moi, mais je ne sais pas si ça va marcher pour les autres. Donc bien sûr que ça ait marché pour moi ne veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde. Alors, ma sœur s'est acheté une voiture, mon beau-frère une autre, mon frère une autre, et bon, Tu l'as fait appliquer autour de toi. Oui, mais parce que merde, ils voyaient être regardant ce que je gagne, tout ça, c'est génial. Et je voyais que ça marchait aussi pour eux. C'est une rentabilité d'au moins 30%. Alors j'ai dit, d'accord, comment est-ce que cela peut être applicable et reproductible pour tout type de personnes qui veulent acheter une voiture, ou qui en ont déjà une, ou qui veulent commencer à générer leurs premiers revenus? Eh bien, nous avons créé un système étape par étape, et voilà. Et ce n'est pas non plus que tu vas générer une rentabilité de 100%, même s'il y a des cas de personnes qui l'ont fait. mais tu ne peux pas le vendre comme si cela allait arriver. À toi. À tout le monde, tu vois? Mais un 30% que d'après les chiffres, on a vu que c'était extrêmement simple, eh bien ça oui, Un problème que je vois aussi, je t'ai déjà dit, le problème que je vois avec l'infoproduit, surtout avec ceux qui vendent des infoproduits. Maintenant, je vais te dire le problème que je vois dans la société. C'est vrai, aujourd'hui, je ne sais pas si tu penses la même chose, mais quand tu dépenses 100 000 euros dans une université privée pour 4 ans et les gens n'obtiennent pas leur diplôme, ils ne valident même pas le cursus, mais ils ne vont pas voir l'université pour lui dire: tu m'as arnaqué. Quand quelqu'un achète un infoproduit sans rien appliquer ni suivre les cours, il ne comprend pas le concept et dit que c'est inutile ou une arnaque.
T'es vraiment un enfoiré, non? Écoute, c'est comme ça et j'en ai un peu honte, mais ça m'est déjà arrivé. J'ai payé des cours et des formations avec beaucoup d'enthousiasme, puis j'ai regardé les 2, 3, 4 premières vidéos. Par exemple, ça m'est arrivé avec Amazon. Bien sûr, tu vois sur Internet. Mince, 10 000 par mois avec Amazon, depuis chez toi, tu factures en dormant. C'est une promesse incroyable. Et tu te dis, bordel, je veux ça dans ma vie. C'est possible? Oui, c'est possible, mais sans investissement initial, je paye la formation et commence à regarder. Pour gagner tes premiers 1 000 euros, il faut investir 5 000 dans le stock, réinvestir 6 mois, etc. Et je me suis dit, je n'ai pas assez 5 000 euros pour le stock. Alors, du coup, j'ai un peu laissé ça de côté. Ce n'était pas une arnaque, mais je me suis dit que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, ni pour moi. Ensuite, un autre cours que j'ai payé, aussi d'arbitrage de paris. D'accord, je n'ai jamais parié de ma vie. Mais il y avait un cours de certaines personnes qui t'apprenaient à profiter des bonus de bienvenue des sites de paris, à les combiner sur plusieurs sites de paris et ainsi générer de l'argent, non? Et je me suis dit, mince, ça a l'air intéressant. Ils promettaient de gagner 300, 400 euros de plus par mois. Je me suis dit, super, mais il fallait s'inscrire sur tous ces sites et attendre une validation d'une semaine. Je ne sais pas combien de comptes j'ai, je repousse toujours car c'est déjà payé. Il m'est même arrivé de payer des formations sans jamais les terminer. Mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure, non? Que ce soit à l'université, dans la vie ou à l'école, le professeur d'histoire ou de maths transmet la même information à tous. Mais certains élèves ont 10, d'autres 5 ou 0. L'information est la même, mais ça dépend aussi un peu de la fin, de l'envie et de l'attitude qu'une personne y met. Ce n'est pas en regardant quelques vidéos, en suivant quelques cours ou en discutant avec quelqu'un qu'on te donnera la recette secrète du succès. Si tu ne fais rien, il n'y aura aucun changement réel dans ta vie. Est-ce que ça t'est arrivé dans ta formation qu'une personne, donne-moi les 2 cas de ta formation, quelqu'un qui a dit mince, ce gars-là il a extrêmement bien réussi. Et un autre te dit, bah putain, tu m'as motivé, mais après tu vois qu'il n'a rien fait. Oui, voyons, plus que motivé. Ce sont des gens qui arrivent avec certaines attentes et qui se rendent compte ensuite que, eh bien, ici, rien n'est fait, il faut se mettre à travailler. Tu te dis que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, mais c'est ce dont on parlait, non? J'ai donc des gens qui ont payé ma formation, vu les vidéos, suivi les cours et assisté à mes sessions en présentiel. Ils ont pris le temps de chercher des modèles de voitures, d'aller les voir, Les acheter. de les acheter, de négocier, de faire le changement de nom, l'assurance. C'est-à-dire, au début, c'est un peu fastidieux, non? Comme quand tu achètes un bien immobilier, c'est que c'est le. Tu dois gérer beaucoup de paperasse et de démarches. Oui, et il faut attendre que tout se mette en place. Parfois, 3 mois passent entre l'accord de l'hypothèque et le reste, surtout avec des travaux. Toujours des complications. Et j'ai des élèves qui ont tout fait parfaitement. Et maintenant, ils ont 12, 15, 20 voitures qui génèrent beaucoup d'argent et d'autres qui paient. N'ont même pas encore acheté une seule voiture? Non. Et il y a des gens qui ne regardent même pas la formation, qui n'assistent pas aux cours, hein, parce que ça aussi, c'est sur les réseaux sociaux. Je l'ai remarqué, mec, qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme accros à l'achat de cours, de formation. Et c'est comme le syndrome de l'objet brillant, tu sais, genre putain, aujourd'hui l'automatisation de YouTube, waouh, c'est incroyable. Et j'ai vu des gens qui suivent 4 formations en même temps, et en plus ils en paient 2 en plusieurs fois. Donc en fait, ce n'est pas un problème d'information, c'est un problème de mec, concentre-toi sur quelque chose, mec, focalise-toi sur un truc, donne tout à 100%, n'abandonne pas. Et écoute, si ça ne te plaît pas, alors passe à autre chose, mon pote. Mais faire 80 choses en même temps, eh bien, j'imagine que ça t'est arrivé quand tu as commencé le podcast. Tu vois, si tu as 80 affaires en même temps, aucune ne marche. Tu te concentres sur une seule chose qui marche très bien, puis tu obtiens un excédent de capital. Eh bien là, je commence déjà à voir où je vais le placer. Donc c'est très important au début d'avoir du focus et d'avoir cette envie, oui, Oui, mec, c'est très important d'avoir un... focus pour sortir de ta situation. Je ne dis à personne qu'il va avoir une vie meilleure, mais putain, au moins différente. Eh bien, écoute, ne pas dépendre uniquement d'un salaire à la fin du mois. Parce qu'au final, ça, ce n'est pas une garantie de quoi que ce soit, ni une sécurité de quoi que ce soit. Et ce que tu dis, eh bien, sur les réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Il y a toujours eu de tout. Quand ce n'était pas les réseaux sociaux, c'était la télévision. Ou celui qui vendait la lotion pour faire pousser les cheveux à la Renaissance, allant de village en village, tous les chauves y allaient pour essayer sa poudre. Bien sûr, mec.
Donc le sujet des formations, eh bien, Non, c'est ce que je dis. Bah, je connais beaucoup de gens qui font des formations incroyables et obtiennent des résultats. Je sais que ce que tu me racontes ici est vrai parce que évidemment, je t'ai filtré et mec, ça me fait vraiment de la peine. Comment la société en général, elle ne voit pas comme une arnaque de payer une putain de fortune aux universités privées pour un diplôme en études de genre et elle voit ça comme une arnaque qu'une personne expérimentée t'apprenne une compétence qui t'aide à gagner de l'argent à condition de suivre ses instructions et d'écouter l'instructeur. C'est comme si le prof dit que 2 plus 2 font 4 et toi, à l'examen, tu écris que 2 plus 2 font 1. Évidemment, tu vas échouer. Alors oui, vraiment, j'en appelle à ma communauté. Tout ce qu'il y a sur Internet n'est pas du vent, mais tout ce qu'il y a sur Internet n'est pas non plus brillant et encore moins rentable. Il faut savoir filtrer où tu t'engages, mais moi je plaide vraiment pour que les gens se forment en dehors du système. Je pense que dans les formations, il y avait les gars de Rax, Adrian Gled et de nombreux prestataires de services numériques. Mais en plus, mec, tu vois leurs résultats et tu te dis, ok, ce sont des gens solides, ce sont des gens qui ont appliqué tout ce qu'ils te vendent. D'abord, avec un énorme succès. C'est là que se trouve le critère et c'est là que se trouve la barre qui distingue le vendeur de rêve de celui qui est légitime. bien sûr. Et au final, putain, payer un cours, un mentorat, une formation, ce n'est rien d'autre qu'acheter. Entre guillemets, pas d'expérience ni d'erreur. Mais l'information, en réalité, elle est gratuite sur Internet. Donc ce que tu achètes, c'est cet accompagnement, ce petit coup de pouce qu'on te donne. Tu sais que si tu paies ou pas, tu vas t'engager. Ça m'est arrivé 1000 fois, oui, franchement. Et putain, mec, j'ai payé des mentorats, des gros mentorats, de 6000 en janvier, j'en ai payé un. En août, un autre de 3000. Et maintenant, en septembre, un autre. J'ai payé 25 000 euros. Donc bah, je ne me sens pas arnaqué. Non, parce que je sais que ce qu'on va me donner va multiplier par 2, par 3, par 5 ou par 10 ce que j'investis. Ou peut-être pas, mais si c'est le cas, c'est sûrement parce que je n'applique pas les informations du mentorat. Mais c'est ce que je te dis, moi je suis toujours le premier à être prêt à prendre des risques. Non, écoute, aucun souci. C'est de l'argent et je peux en regagner le mois prochain. Et parce que en fait, j'ai commencé quand j'étais commercial. En même temps, j'ai investi dans une franchise de fibre optique. Je ne sais plus combien c'était à l'époque, si c'était 3000 ou un peu plus de 3000, et j'ai facturé 0 euros, mais bon, ce n'est pas grave. C'est comme ça les affaires. Il faut d'abord mettre de l'argent et prendre des risques. Et un jour, quelque chose finit par marcher. Mais les gens, bien sûr, veulent tout garanti, par contrat, sans risque. Je ressens le besoin de dire aux gens que ça ne fonctionne pas comme ça, que ce n'est pas possible, car l'argent, c'est celui qui te vend. Qu'il est facile de devenir millionnaire, ce n'est pas facile. Même gagner 5000 par mois, ce n'est pas facile. C'est très difficile de gagner de l'argent. Si c'était facile, eh bien tout le monde le ferait. Maintenant, investir dans... Quelle difficulté il y a à mettre 100 euros dans le S et P500? Peut-être que tu regardes juste une vidéo pour créer le compte, et c'est tout. Ce n'est plus difficile aujourd'hui. Comme ce n'est pas quelque chose de si gratifiant à court terme, parce que c'est un investissement bien sûr sur 20-30 ans, évidemment les gens disent qu'ils préfèrent acheter une Nike et non. Donc ce n'est pas que ce soit difficile, mais ça comporte, eh bien voilà, un certain risque, un mal, parce que les gens ne veulent pas et c'est tout à fait respectable. Au final, chacun fait ce qu'il veut avec son temps et son argent. Totalement. Kiko mec, pour conclure l'émission, un message que tu voudrais adresser au public. Au fait, tu aimes la boisson? Oui, oui, très bonne, très bonne. Tu vas y aller comme ça, hein, comme un taureau. Sabalima est incroyable. Eh bien, un message que je voudrais donner au public, c'est tout simplement un message de remerciement. Comme le dit ma grand-mère, la plainte attire la pauvreté et la gratitude attire l'abondance. Et qu'au final, hein, tu sais, la situation que tu as en ce moment, même si elle te paraît très mauvaise, moi j'aime toujours être très très reconnaissant et je suis croyant. Mais bon, ça n'a pas forcément de rapport, mais oui, Ça a beaucoup à voir, toujours. eh bien ça, voilà, non? Au final, tu penses que la situation que tu as maintenant, beaucoup de gens, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont dans un lit d'hôpital en train de profiter ou de vivre leurs derniers jours de vie. Quelle que soit la situation que tu as maintenant, ils échangeraient leur place avec toi ou avec vous, les yeux fermés. Alors que les choses soient ce qu'elles soient difficiles, hein, d'accord, mais au moins, putain, on a l'opportunité chaque jour de grandir, de changer et de faire quelque chose de différent. C'est le message que je souhaite transmettre.
Cela ne concerne pas vraiment les affaires, mais un peu tout de même. Donc ce message d'encouragement, de gratitude et c'est tout. Je trouve que c'est un message extraordinaire. Ça a été un plaisir de t'avoir ici, Kiko. Messieurs, merci beaucoup. Vous savez qu'on est de retour avec la boisson. Elle est disponible pour ceux qui la veulent. Le lien est dans la description. Et pour accéder à ma communauté privée, on verra si Kiko vient ou non faire un direct. Dans ma communauté privée, on en parle tranquillement maintenant. Sachez que dans ma communauté, vous trouverez des discussions avec des experts dans différents domaines d'affaires. Moi-même, je fais 2 directs par mois. Nous avons de nombreuses publications, études, informations et livres électroniques pour vous aider à développer pleinement votre potentiel, l'objectif de chaque être humain. Je ne crois pas au hasard, je crois à la causalité de notre existence. Donc c'était un plaisir et on se retrouve dans le prochain épisode de La Factoria. Salut!